Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec des informations sur ce qui se passe dans le monde. Cette image apparaît, montrant une sorte d'attaque avec une séparation en vol de plusieurs missiles. Un législateur iranien affirme que la République islamique possède des missiles capables de se diviser en 80 ogives distinctes en milieu de vol. Le calcul qu'il propose est le suivant. Tirez-en 10 à la fois et vous aurez instantanément 800 bombes. Il a également affirmé que 16 missiles TJ-IJ tirés simultanément auraient de l'effet destructeur d'une bombe nucléaire tactique. Il a également mis en garde contre un missile appelé Raskassis, qui a été utilisé avec modération et qui entrerait en jeu au moment opportun. Passons aux détails de ce que l'on sait. Quelles sont les armes secrètes? Que sait-on? Quel est l'atout le plus dangereux de l'Iran? Fermer le détroit d'Ormuz est-il leur acte le plus dangereux? Activer des groupes alignés, comme lors des guerres par procuration? Des cyberattaques massives à l'échelle mondiale? Une escalade, voire nucléaire? De quoi parlons-nous? Passons en direct. Merci beaucoup. Nous avons déjà refait le plein de café. Nous sommes prêts. Et voyons en détail ce que l'on sait, ce qui pourrait être les armes les plus importantes, les atouts majeurs des Iraniens. L'atout le plus évident et le plus puissant jusqu'ici est le détroit d'Ormuz. Il n'a pas à le fermer totalement, il suffit de le rendre dangereux avec des mines et des drones. Pas besoin de murs ni de tout cela. On a déjà vu qu'avec la peur que cela a provoqué, cela suffit à faire dire que, n'importe quelle attaque peut couler un navire. Alors les navires ne sont pas assurés et sans assurance, ils n'ont aucune garantie de passer en toute sécurité. Alors ils ne passent pas. On ne sait pas, cela demande peu d'efforts et tu exerces une pression économique mondiale. Oui, la hausse des prix, l'augmentation du coût de la vie pour tout le monde. C'est une punition globale, même pour leurs propres alliés comme la Chine. D'autres pays proches comme l'Inde, parfois proches sur certains sujets, achètent du pétrole, tout comme le Pakistan. La deuxième carte la plus importante serait ce qu'ils ont avec les milices pro-iraniennes en Irak. Les cellules régionales qu'ils ont dans différents pays, même en Amérique latine, au Venezuela, au Nicaragua, dans le sud des États-Unis, en Amérique du Sud. C'est-à-dire la frontière entre l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine. Au Mexique, il pourrait aussi y avoir des personnes aux États-Unis, voire des membres de la garde révolutionnaire. Les Houthis, le Hezbollah et d'autres groupes radicaux qui pourraient exercer une influence dans d'autres régions du monde, comme vers la mer Rouge et le canal de Suez. Imaginez qu'ils bloquent le canal de Suez. C'est aussi une autre possibilité évidente, mais dans le cas des soi-disant armes secrètes, cela pourrait être l'une des cartes importantes. Au moins psychologiquement, il pourrait donner l'impression qu'il y a plus de force qu'il n'y en a réellement. Le but n'est pas de vaincre militairement les États-Unis, car ils savent que c'est impossible, mais d'agir autrement. Qu'il y ait des dépenses excessives de plusieurs milliards de la part des États-Unis pour l'interception de drones. Chaque drone envoyé par l'Iran leur coûte entre 20 000 et 40 000 $ au maximum. Cela coûte à l'Iran, mais aux États-Unis, cela coûte entre 2 et 9 millions de dollars pour les arrêter. 20 000 $ et l'autre dépense de 2 à 9 millions de dollars. Et c'est comme ça tout le temps. Ils cherchent à épuiser l'autre, à lui imposer un coût économique, de plus en plus difficile. Cela fait partie de la guerre d'usure. On parle d'une nouvelle courbe des coûts de la guerre. Drones bon marché, cyber-outils et informations satellitaires ouvertes permettent à des acteurs plus faibles de menacer des puissances supérieures. Par exemple, tu donnes des informations importantes sur l'état de l'autre des trois vers ce qui est le plus rouge. Tu les donnes des outils et regarde, ici je vais te transmettre des informations. En fait, cela s'est déjà produit. Ils recevèrent des informations satellitaires de la Russie et là, les UTI et même les Iraniens eux-mêmes soupçonnent la Chine. Et avec ça, ils savaient quand un bateau allait passer et alors ils pouvaient agir, les UTI. Des attaques visent donc déjà les infrastructures énergétiques du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et Bahreïn sont vulnérables, voire très vulnérables. Pourquoi le pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que ces pays restent en dehors du conflit?
Parce que entrer dans le conflit signifierait accepter qu'il pourrait perdre toutes les raffineries ou non, pas une, non, toutes les raffineries. Il ne serait pas très difficile pour l'Iran d'infiltrer ces pays car il est très proche et il est même possible qu'il ait déjà de nombreux proches liés à des milices chiites. Et ils détruisent toute ton infrastructure. Voilà pourquoi il reste immobile. Il est devenu très clair qu'il y a une grande faiblesse et c'est un autre atout majeur. Ce n'est pas seulement le détroit, mais aussi le fait que tous les pays qui ont beaucoup prospéré, soudainement, ne le fassent plus. L'autre atout, c'est le nationalisme. Disons le nationalisme qui pourrait s'exacerber en ce moment même en Irak et dans d'autres régions alentours. Les mouvements des guerres. Disons qu'ils seraient moins invisibles, surtout vers le détroit d'Ormuz, mais surtout en pensant à l'Europe. L'une des cartes les plus probables serait une sorte d'attaque dans le cyberespace, comme des sabotages par exemple. Des infiltrations pourraient aussi survenir ailleurs. Il faut rappeler combien d'Iraniens vivent en Allemagne. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des Iraniens qui suivent les ayatollahs, mais il y a clairement des groupes, et nous l'avons vu sur les images lors des manifestations où l'on observe la présence de pro-iraniens. Des pro-iraniens du régime des ayatollahs vivant en Allemagne. Ils sont déjà là, n'est-ce pas? Donc il ne leur reste plus qu'à suivre les ordres qu'on peut leur donner depuis l'Europe. On y a aussi beaucoup réfléchi, car ils perçoivent évidemment un risque très élevé. Ça ne leur coûtait rien d'aller au détroit et de dire « Voyons, mettons des bateaux et tout ». Et si personne ne passe par ici, non. Le détroit serait resté ouvert, cela ne leur coûtait presque rien. Et ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a un risque interne, parce qu'ils savent qu'il y a des groupes qui pourraient mettre en péril la sécurité de ce pays. On voit cette image où l'on voit cela. Il n'y a pas de petite musique, vous savez, mais c'est sûr qu'ils le rapportent. Ceci est une autre des armes secrètes, pour ainsi dire, qui ne sont plus si secrètes parce qu'ils publient déjà les armes qu'ils pourraient utiliser. Ceci était montré par le média Iran International, dans lequel, les sources de ce média indépendant iranien disent qu'en effet, cela fait déjà un certain temps. Il prépare ce type d'armes et cela a été révélé par un législateur iranien qui, il a donné des détails sur ces prétendues armes, je le répète. Il se peut qu'une partie soit vraie, une autre non. C'est bien, seul le temps nous le dira, mais les armes qu'ils ont eues jusqu'à présent, surtout les drones bon marché, sont celles qui ont eu le plus d'effet. Pour la zone d'opération de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de tous ces endroits où ils n'ont pas pu les arrêter. D'un autre côté, regardez ce qui se passe dans une autre région du monde. Regardez ça. Il y a ce qu'ils appellent une paranoïa totale en Russie depuis ces derniers jours. Cela a été examiné par différents groupes de réflexion comme Russie ou la Fondation Carnage et d'autres fondations qui observent les comportements de la Russie depuis le début de la guerre. Ils ne les ont pas analysés en profondeur du point de vue psychologique, militaire, interne, politique, etc. Depuis la disgrâce du clan de Sergueï Chegoul, attention, c'est-à-dire le clan de Sergueï Chegoul, un ami très proche, un intime de Vladimir Poutine, ancien ministre de la Défense, à qui soudainement il est arrivé quelque chose et on lui a dit « On ne va ni te punir, ni t'éliminer, ni prendre parti, mais tu auras un poste moins important. » Il est passé de secrétaire à la Défense à un rang inférieur. Ils lui ont donné un poste, alors on l'envoie là-bas, en Corée du Nord, il fait le tour, non? Mais ça attire l'attention. Selon ces experts qui ont enquêté sur Poutine et ses comportements, pas seulement depuis la guerre en Ukraine, mais depuis 2004, il faut rappeler qu'il démantèle constamment le ministère de la Défense. C'est une stratégie de méfiance totale que Poutine applique. Rien que pour l'année 2024 en ce moment. 11 vice-ministres ont été écartés. Rien que pour 2024 en ce moment. 11 vice-ministres. Il n'en reste que 4. C'est plus simple à dire ainsi, non? Il n'en reste que 4 en poste et c'est parce que les autres ont été arrêtés.
Certains ont perdu la vie. D'autres ont été accusés de corruption et ont été emprisonnés. C'est-à-dire il y a eu une purge qui a commencé principalement en 2024, même s'il y en a eu plusieurs depuis 2004. Celle-ci a été la plus importante. Des rapports de renseignement de chaînes comme BCHK. Spécialisés dans les fuites du FSB et des confirmations techniques de médias indépendants comme Medusa ou Ormarsat, ils assurent que le chiffre de cette purge a été surprenant. Ce n'est pas une question de sécurité, c'est de la paranoïa totale, ils le disent. Dans cette situation de comportement et de méfiance structurelle, ils l'affirment. Que ce n'est pas une lutte anticorruption. Évidemment, la corruption a été bien présente et ils la tolèrent. Sinon, cela va bien au-delà. On dirait un nettoyage préventif, assure-t-il. Sergueï Shoïgu aurait perdu le pouvoir formel, mais il conserve un réseau de militaires. Ça l'a atteint. Autrement dit, Sergueï Shoïgu a encore un réseau de militaires qui pourrait être en train de planifier un changement de régime. En ce moment aussi, il conserve un réseau de renseignement et Sergueï Shoïgu serait également proche d'en assurer lui-même la direction, tout en gardant un accès aux élites régionales. Autrement dit, Sergueï Shoïgu apparaît comme une figure importante et même dangereuse pour Vladimir Poutine lui-même. La coupure d'Internet qui a eu lieu récemment est la coupure d'ailleurs de la téléphonie qui va être mise en place à partir de maintenant. D'ici le 9 mai, coupure de la téléphonie également à Moscou. Autrement dit, ce n'est pas seulement Internet. Maintenant, c'est aussi la téléphonie. L'Ukraine démontre qu'elle a désormais de plus en plus la capacité de pénétrer en Russie, et cela ne plaît pas aux militaires. Ils considèrent cela comme une erreur stratégique. Cela n'aurait jamais dû être permis. Montrer cette faiblesse. Tout le monde sait désormais que la Russie n'a pas de système de défense. Qu'un pays avec une économie très touchée qui est l'Ukraine. Avec un qui a eu des alliances très tardives, dans laquelle on lui donne les armes au compte-gouttes, dans laquelle en 3 jours, avec l'Iran en 3 jours, les États-Unis ont utilisé plus d'armes que toutes celles qu'ils ont données aux Ukrainiens en 4 ans, en 3 jours. Beaucoup disent « Regarde, il lui donne plein d'armes ». Eh bien, ce n'est pas le cas. Ils ont su les gérer, ils ont su nouer des alliances et fabriquer leurs propres armes, car sinon c'était impossible. C'est-à-dire que l'aide a été très limitée. Il y a quelque chose qui se passe en Russie. Ils assurent que cela pourrait déjà venir avec un coup d'État. La communication est constamment coupée. Les vice-ministres sont pratiquement tous une nouvelle génération, de nouveaux venus. Et le 9 mai, c'est le moment de la plus grande vulnérabilité. Parce que c'est la plus grande vulnérabilité ce jour-là. Là, l'élite militaire est réunie. La sécurité intérieure est au maximum. Les services de renseignement tournent à plein régime. C'est là que le leadership politique peut se jouer ce jour-là. Alors, c'est pour ça qu'ils coupent tant de tout. Ils coupent les communications, ils coupent Internet, ils ajustent tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être remplacés, pour qu'il n'y ait pas de changement là-bas. Vladimir Poutine serait plus isolé que jamais. On signale une exposition publique minimale, pratiquement des déplacements extrêmement restreints. Protocole extrême, déplacement, sécurité. La paranoïa a augmenté, la confiance a diminué, les erreurs ont également augmenté. Rappelons-nous que Staline est tombé ainsi. C'est ainsi que d'autres sont tombés, n'est-ce pas ? Pour Muammar Kadhafi, on a commencé à voir des faiblesses dans le régime. Pour Saddam Hussein aussi, des faiblesses ont commencé à apparaître dans le régime. Il a commencé à entrer dans une phase de paranoïa très intense. Le problème n'est pas seulement de perdre. Mais abandonner, c'est aussi un problème. Je veux dire, intérieurement, ce n'est pas seulement ça, mais ce sont tes propres proches qui finissent par te pousser à partir. Dès le début, des analystes russes, mais qui ont évidemment déjà dû se montrer critiques, disons, du régime de Poutine. Ils disaient qu'en Russie, un président ne peut pas tomber si ce n'est pas parce que les militaires le renversent de l'intérieur.
Et il semble que c'est la plus grande crainte qu'a en ce moment Vladimir Poutine. C'est-à-dire, il semble que tout cela va dans cette direction, non? La rébellion de Yevgeny Prigojine, non? Yevgeny Prigojine, en tant que chef du groupe Wagner, a failli mettre le régime en échec. La colonne armée de Prigojine a avancé jusqu'à Moscou. Pendant des heures, on lui ouvrait la voie. C'est-à-dire que les militaires eux-mêmes lui ouvrirent la voie parce qu'il y avait des barrages. Il arrivait, on lui ouvrait la voie, il y a eu très peu de résistance. Quelques tirs ont eu lieu, surtout d'un hélicoptère visant Prigojine, mais ils ont riposté et l'hélicoptère est parti. Les analystes affirment qu'à ce moment, ce fut la rupture pour Vladimir Poutine. Il s'est alors senti menacé et est devenu totalement paranoïaque. Depuis que ce Prigojine est tombé. À partir de là, la situation est devenue de plus en plus complexe. Il y a des craintes d'une attaque de drone, il y a des craintes d'empoisonnement, de quelques poisons, il y a des craintes d'infiltration. Les Siloviki, c'est-à-dire le FSB, l'armée et la garde nationale, seraient véritablement l'État. Et si cet État décide de remplacer Poutine, rien ne pourra les arrêter. Ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi le résultat d'une dégradation progressive. Dans l'isolement de la Russie face au monde, la Russie n'est plus perçue comme la puissance qu'elle a été autrefois. C'est pareil pour la Russie, la seule différence est qu'elle a maintenant été exposée. Sa position est désormais très claire. Passons à d'autres points également intéressants. Eh bien, on montre cette image où les forces de Vladimir Poutine viennent de lancer sur Zaporijia une série d'attaques qui ont provoqué des incendies. Voici les équipes de secours qui seraient déjà en train d'opérer dans la zone. Cela se passe évidemment à l'intérieur de Zaporijia, en Ukraine. L'administration militaire de la région de Zaporijia aurait montré ces images, ces incendies. Et Zelensky était très contrarié, évidemment, à cause de la Russie. Il a dit « Voyons, calmons-nous, instaurons un cessez-le-feu avant le 9 mai, puis ils attaquent, et lors d'une des attaques, 22 civils sont tués, ce qui n'est pas très courant pour l'Ukraine, 22 civils. » Donc ils sont très en colère en Ukraine parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait confiance qu'il y avait une tentative de calmer les choses de la part de la Russie, parce qu'il allait y avoir un défilé, et soudainement la Russie attaque et tue 22 civils, donc évidemment cela dérange énormément. Ils disent que parce qu'on disait non, ça n'avait pas encore commencé, maintenant oui, ça va commencer, et bam, non. Donc, eh bien, cela a évidemment beaucoup dérangé et sincèrement, je ne pense pas qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Si tu me demandes, moi, sincèrement, je ne pense pas qu'il va y avoir un cessez-le-feu, c'est aussi simple que ça. Ici aussi, eh bien, on montre quelque chose dans la mer de Galandiz. Galandiz, non. Dans la mer de cette zone, ils auraient signalé que du feu sortait de l'eau, non. De la mer, non, c'est ce qu'ils assurent. C'est en Russie, non. Je me demande si un sous-marin passe, il se passe quelque chose dans la zone, non? C'est-à-dire, il y a plusieurs images qui montrent de la fumée. De la mer. Voyons où se trouve cet endroit, non? Et donc, analysons et commentons un peu, voyons, c'est là-bas, vers la région de Krasnodar en Russie, c'est à ce point, regardez. Voyons si je peux l'afficher à l'écran, voilà. Ici, c'est l'Ukraine, ici, c'est la Crimée. À partir d'ici commence la Russie et ce sont les ports de Krasnodar. Ici, ce serait à un endroit par ici de la fumée sortant sous la mer. À mon avis, ça pourrait être un sous-marin, non? Il faut se rappeler que la flotte russe qui se trouvait dans la mer Noire, la flotte de la mer Noire, qui était dans cette zone envahie en Crimée, opérait ici. Quand l'Ukraine se retire, l'Ukraine se retrouve rapidement sans sa flotte, c'est-à-dire que la Russie détruit sa flotte au début. Ça, c'était vraiment au tout début. Mais ce que fait l'Ukraine, c'est de dire « Non, nous n'allons pas créer une nouvelle flotte. Ce que nous allons faire, ce sont des drones. Et grâce aux drones ukrainiens, la flotte russe commence à couler. » Alors ils déplacent en toute leur flotte, ils la déplacent ici, vers la Russie, ils doivent partir.
Donc ici, la zone est libre de la flotte et en fait, eh bien, cette zone est contrôlée par les Ukrainiens grâce à quoi? Eh bien, grâce aux mêmes drones, sous-marins ou marins. Il ne serait donc pas étrange de penser, puisqu'ils ont déjà coulé plusieurs sous-marins, qu'ils en aient coulé un autre. Nous verrons si cela se confirme, non? En attendant, c'est donc une autre des images qui attire l'attention aujourd'hui. Une autre des images, eh bien, c'est celle-ci. Regardez, écoutez ça. Le matin, je me réveille et mon téléphone est vide. Pas un seul SMS, pas un seul message nulle part. C'est-à-dire que Moscou est coupé. En ce moment, il s'agit d'une panne généralisée, affirme cette dame russe. Elle assure qu'il s'agit d'une interruption générale. Internet est en panne, les aéroports sont complètement fermés et tous les paiements échouent. Les lignes téléphoniques sont également en panne. Ils ont assuré que dans les prochaines heures, les appels seront annulés. Plus de 100 vols. Ils sont actuellement retardés ou reprogrammés à Moscou en raison d'une menace aérienne. Presque tous les aéroports de Moscou ont été fermés. Les habitants signalent que les paiements par carte ne fonctionnent tout simplement pas partout. Le service mobile est intermittent. Le portable ne marche qu'occasionnellement. Les taxis et les distributeurs automatiques ne fonctionnent tout simplement pas. Il se passe quelque chose à Moscou. Eh bien, évidemment, c'est aussi très grave. Évidemment. Et voici donc une autre image. Cela se produit dans les stations-service russes. C'est ça. Le pompiste dit que rien ne fonctionne, seulement par carte. Ils veulent en faire des paiements là-bas et ça ne marche pas. Bon. Ils expliquent que ça ne marche pas. La demoiselle est là, c'est classique, non? Ils ne peuvent pas encaisser. C'est-à-dire, ils veulent encaisser le paiement de l'essence. Ils ne peuvent pas encaisser. C'est aussi une partie importante de ce qui se passe dans cette région du monde. Eh bien, des chercheurs en renseignement de l'OSINT ont également créé cette visualisation des attaques. Ceci est cela même OSINT et montre le mouvement. Voyons voir. Je vais essayer par ici. Voilà. Ici, ils placent à la carte. Ce qu'ils font, c'est une analyse forensique numérique dans laquelle ils montrent où a lieu l'attaque. Ils ne s'arrêtent ni ne montrent sur Google Maps. Là, nous le voyons. Des chercheurs de l'OSINT ont créé cette visualisation des attaques d'hier soir à l'usine de Nibir. Ceci se passe à Tchevorovskary, en Russie. Le missile Flamingo avait frappé l'atelier principal de l'usine pendant la nuit. À l'aube, des drones à longue portée. Ils ont commencé à attaquer l'usine après les attaques russes. Immédiatement, une riposte ukrainienne a été lancée vers cette zone avec des missiles Flamingo. Ça doit être là. C'est sûrement la pire gêne actuelle des militaires russes. Tu disais, tu avais un pays qui n'avait pas la capacité de créer ses propres missiles à ce niveau. Et maintenant, l'Ukraine fabrique ses propres missiles. Elle lance des attaques contre Moscou quand elle le souhaite. Et elle ne dépend plus des missiles de l'Europe, ni de ceux des États-Unis. Alors tu te retrouves dans une position plus exposée face à un pays voisin qui a plus de capacité et qui il y a maintenant évidemment une très forte haine interne. Parce qu'ils n'ont même pas rendu les enfants qu'ils ont emmenés, les milliers d'enfants qu'ils n'ont pas rendus. C'est-à-dire la colère d'une population dont une partie n'était pas vraiment disons russe, mais ils ne s'entendaient pas si mal. Il faut même rappeler que Zelensky lui-même vient de la zone pro-russe, c'est-à-dire de la zone où l'on parle russe, pas vraiment pro-russe. Mais aujourd'hui, cette zone est extrêmement divisée et très en colère à cause du choc subi après tout le traitement infligé. Donc c'est un sujet délicat. Très mal géré parce qu'en quelques années, la situation s'est dégradée et cela a aussi dégradé la situation pour les Russes. C'est comme ça, et pendant ce temps, l'autre, dans son palais, dans son bunker, bien tranquille, sans problème. Passons à d'autres sujets également importants. Je vais bientôt parler avec le président iranien à sa demande, donc je ne vais pas vous dire ce que je lui dirai, car je préfère réserver cela à cet échange. Mais la France maintient une position constante depuis le début. Nous appelons à la cessation de toute hostilité, au retour des négociations diplomatiques et au respect de tous les pays de la région.
En ce sens, hier soir, j'ai condamné les attaques qui ont touché les Émirats arabes unis et au rétablissement de la liberté de navigation. Et donc pour moi, la seule option possible est la réouverture du détroit d'Ormuz, la libre circulation de tous les porte-conteneurs, pétroliers, etc. Et l'absence de tout péage ou de toute mesure de restriction. En ce sens, je pense que toute escalade, toute attaque unilatérale contre des pétroliers, des porte-conteneurs ou contre des pays tiers est une erreur qui alimente le conflit. C'est une faute qui alimente la guerre et conduit à l'escalade. Voici en résumé les messages que je transmettrai et la position que la France défend toujours. Bien, le commentaire de ce Macron, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais il parle de la guerre, il parle du fait qu'il va discuter avec le président, avec Pezeshkian, qui représenterait en quelque sorte l'aile modérée, pour ainsi dire. Même si nous savons qu'il n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir, mais évidemment le pouvoir vient à travers cette relation qu'il peut avoir avec les mêmes politiciens. Ou même Pezeshkian peut, pour ainsi dire, se vendre auprès de la garde révolutionnaire. C'est-à-dire, ils ont besoin de moi, parce que avec moi, il y a un dialogue avec l'Europe et avec le monde, n'est-ce pas? Je veux dire, ça pourrait être le cas, n'est-ce pas? Mais il y a aussi d'autres messages du même Macron et des messages qui sont ici en attente pour qu'on en discute. Regardez ce que dit le même Macron, mais cette fois-ci à propos de l'Arménie, non? Écoutons. Je peux vous dire la réunion de La communauté politique européenne, qui s'est tenue aujourd'hui avec plus de 40 dirigeants, n'aurait jamais eu lieu avec des dirigeants arméniens entre les mains des Russes ou ambigus à l'égard de la Russie. Ils s'arrêtent pour les applaudissements. Et ainsi, l'Arménie a effectivement pris une décision d'une certaine manière. Celle de la majorité géopolitique, de sortir de cette contrainte et de se tourner vers l'Europe. On ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Nous, les Français, devons assumer ce choix et nous y engager. La guerre de 2020 pour le Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan a été terrible pour tant de familles, peut-être pour plusieurs d'entre vous, certainement pour plusieurs d'entre vous. Je rappelais tout à l'heure une blessure terrible, mais en 2020, nous nous sommes mobilisés pour l'aide humanitaire, puis pour aider militairement. Mais voyons cela clairement. Qui était aux côtés de l'Arménie? La France, dans la mesure du possible, mais la Russie n'était pas là, je vous l'assure, pas plus qu'elle ne l'est pour le Venezuela lorsqu'il a des problèmes, ou pour la Syrie aux côtés de ses alliés historiques. Nous l'avons encore vu avec l'Iran lorsqu'il a des liens, ou avec le régime malien lorsqu'il est secoué par des terroristes. Il vaut mieux, comme vous pouvez bien le voir dans le contexte géopolitique, ne pas trop dépendre de la Russie. Eh bien, c'est en partie le message que donne Emmanuel Macron, évidemment. C'est aussi impressionnant, n'est-ce pas? Ce sujet. Passons donc à l'autre sujet. Aux commentaires, comment ça va, Leonardo? Comment ça va, Bayo, Francisco, Arce, Odilia, toute la communauté? Merci beaucoup d'être ici, de nous accompagner. Dans la section communauté, il y a un sondage, dans laquelle, la question porte évidemment sur le sujet de ce qui se passe avec la Russie. La grande question donc c'est, quelle carte l'Iran a-t-il réellement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et pas seulement quelle carte il a, mais aussi, pas seulement la réponse à ce qui se passe là, n'est-ce pas? Mais aussi, vos réponses sur ce qui pourrait se passer, n'est-ce pas? Le sondage commence déjà. Voyons si nous pouvons le voir ici. Voilà. Nous venons de la mettre. Il y a déjà quelques réponses. Le premier point, le plus, celui qui inquiète le plus, la carte la plus dure, ce serait une escalade nucléaire, n'est-ce pas? Le deuxième point d'inquiétude actuel est le détroit d'Ormuz. Troisièmement, activer des groupes alliés. Et enfin, le dernier point concerne les cyberattaques, qui est, disons, le moins grave selon la communauté elle-même, n'est-ce pas? Merci beaucoup à ceux qui participent déjà. Là, nous restons attentifs à vos commentaires. Et aussi, en bas, vous pouvez écrire dans les commentaires d'autres cartes que l'Iran pourrait avoir, n'est-ce pas? Nous resterons attentifs et en parlerons au fil du temps. Nous reviendrons bientôt.
Vous nous retrouverez en clip avec Gérès. Nous allons discuter de ce qui se passe au Mexique, de ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Diablo, 0850. Bonjour. Leonardo dit « Papa, si l'Iran a un gouvernement de l'ombre, la Russie doit sûrement en avoir un aussi. Et si Vladimir Poutine reste, il y aura quand même quelqu'un pour nous remplacer. Définitivement non. Il est très probable que ce soit le cas, non. Queuse aussi est déjà clairement le remplaçant, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est possible. Qui cela pourrait-il être? Eh bien, il faudra voir avec le temps. Un grand salut, Leonardo, jusqu'en Argentine. Et bon, on se revoit dans un petit moment. Salutations à la communauté de Californie, ainsi qu'à ceux qui nous regardent à Chicago et dans l'Utah. Un grand salut à ceux qui nous regardent en Floride aussi. Un grand salut à tous, portez-vous bien. On continue à discuter, n'est-ce pas? On continue à converser. Passez une excellente journée. On se voit plus tard. Salut.